Chapitre 26. Tout à fait romantique. Le téléphone sonna mardi juste après-midi. Aomame était assise sur son matelas de yoga, les jambes largement écartées, occupée à étirer ses muscles iliopsoas. Un mouvement plus difficile qu'il ne le paraissait. Sa chemise était moite de sueur. Elle arrêta ses exercices et souleva le combiné en s'essuyant le visage avec une serviette. « Le Nabo ne se trouve plus dans l'immeuble », déclara Tamaru, comme à son habitude sans aucun préalable. Même pas un « allô ». « Il n'y est plus ?»« Non, je l'en ai convaincu. »« Convaincu », répéta Aomame. Elle supposa que d'une façon ou d'une autre, Tamaru avait forcé le Nabo à s'éloigner. « Et le nommé Kawana qui habite dans l'immeuble, c'est bien le Tengo Kawana que vous recherchez. » Le monde autour d'Aomame se dilata, se contracta, comme si c'était son propre cœur. « Vous m'entendez ?» demanda Tamaru. « Je vous entends. »« Mais Tengo Kawana n'est pas chez lui. Cela fait quelques jours qu'il est absent. »« Il ne lui est rien arrivé ?»« Il ne se trouve pas à Tokyo à présent, mais je suis certain qu'il va bien. Le Nabo avait loué un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble où habite Tengo Kawana. Il attendait que vous veniez le voir. Il s'était installé là avec un appareil photo caché et il surveillait l'entrée. »« Il a pris des photos de moi ?»« Oui, 3. Mais c'était la nuit. Vous vous étiez dissimulé avec une casquette qui vous retombait bas sur le front, des lunettes, une écharpe autour du cou. On ne voit donc pas le détail de votre visage. Mais c'est vous, sans aucun doute. Si vous étiez retourné là-bas, vous vous seriez exposé à de sérieux ennuis. »« J'ai donc bien fait de tout vous avouer. » »« Je ne sais pas si l'on peut parler de bien dans ce cas. »« En tout cas, dit Aomame, je n'ai plus à m'inquiéter de ce type. »« Il n'est plus vraiment en mesure de vous causer du tort. »« Parce que vous l'avez convaincu. »« La situation a nécessité certains réglages, en toute fin. » répondit Tamaru. « J'ai emporté toutes les photos. L'intention du Nabo était d'attendre que vous vous manifestiez. Tengo Kawana servait juste d'appât. Il ne devrait avoir aucune raison de s'en prendre à lui maintenant. Il va sans doute très bien. »« J'en suis heureuse, dit Aomame. Tengo Kawana enseigne les mathématiques dans une école préparatoire de Yoyogi. Apparemment, c'est un excellent prof. Mais comme il ne travaille que quelques jours par semaine, il ne doit pas avoir de gros revenus. Il est encore célibataire et, d'après l'allure de l'immeuble, il mène sûrement une vie modeste. En fermant les yeux, elle entendait dans ses oreilles les battements de son cœur. La frontière entre le monde et elle était floue. À côté de ses cours de maths, il écrit un roman long. La réécriture de la chrysalide de l'air n'était qu'un job temporaire, et son ambition est de devenir écrivain. C'est une bonne chose, une belle ambition fait mûrir un homme. Comment avez-vous découvert tout cela ? J'ai profité de son absence pour visiter son appartement. Il était verrouillé, mais ce n'était pas le genre de clé qui m'aurait empêché d'entrer. J'étais obligée d'inspecter les lieux, même si je n'aime pas violer l'intimité de quelqu'un. Pour un homme qui vit seul, j'ai trouvé l'appartement nickel. Même la cuisinière était astiquée à fond, l'intérieur du réfrigérateur parfait aussi, et il n'y avait pas de choux moisis au fond. J'ai vu qu'il avait fait du repassage. Ça doit être un bon compagnon. Enfin, s'il n'est pas homo, j'entends. Et sinon, qu'avez-vous appris ? J'ai téléphoné à son école. J'ai demandé à quel moment il faisait cours. La femme que j'ai eue au bout du fil m'a dit que le père de Tengo Kawana était mort à l'hôpital, quelque part dans la préfecture de Chiba, la nuit de dimanche. Son fils a donc dû quitter Tokyo pour assister aux obsèques. Et ses cours du lundi ont été annulés. La femme ne savait pas où et quand avait lieu la cérémonie funéraire. Mais ses prochains cours étant prévus pour jeudi, il devrait être rentré à Tokyo avant. Bien entendu, Aomame se souvenait que le père de Tengo travaillait comme collecteur de la redevance de la NHK. Le dimanche, Tengo l'accompagnait durant sa tournée. Ils s'étaient croisés à plusieurs reprises dans les rues d'Ishikawa. Elle ne se rappelait pas très bien le visage du père. Juste que l'homme était petit, maigre, et qu'il portait un uniforme de la NHK, et que Tengo ne lui ressemblait pas du tout. « Puisque le Nabo n'est plus là, je pourrais peut-être aller voir Tengo ?»« Ce serait une très mauvaise idée, » répondit sur le champ Tamaru. Le Nabo a été convaincu, comme il convenait. Mais, à vrai dire, j'ai dû entrer en contact avec un gars de la secte pour que ses sbires s'occupent de débarrasser quelque chose.
Je lui ai dit, il y a là un truc dont je n'aimerais pas qu'il tombe dans les mains de la justice. Si c'était découvert, tous les appartements de l'immeuble seraient passés au peigne fin, ce qui risquerait d'impliquer tes copains. Et puis me débarrasser de la chose à moi tout seul, c'est un peu trop dur. Si des représentants des autorités tombaient sur moi alors que je trimballais le produit en pleine nuit, et s'ils me posaient des questions, je ne vois pas trop comment je m'en sortirais. Dans ta secte, tu ne manques pas de bras ni de logistique. Et puis vous autres, vous avez l'habitude de ce genre de boulot, hein? Comme la marchandise que vous avez fait sortir de l'hôtel Okura. Tu vois de quoi je parle? Aomame traduisit mentalement les termes qu'utilisait Tamaru en un vocabulaire plus direct. On dirait que pour convaincre le type, vous avez dû utiliser des méthodes assez brutales. Tamaru émit un petit gémissement. C'était malheureux, mais il en savait trop. Est-ce que les gens de la secte savaient ce que faisait le Nabo dans cet immeuble? Demanda Aomame. Il travaillait pour eux, mais il agissait d'abord et toujours en solo. Il ne leur avait pas encore communiqué qu'il était à pied d'œuvre dans cet immeuble. Heureusement pour nous. Mais à présent, eux aussi savent qu'il travaillait là-bas. Exact. C'est pourquoi il vaudrait mieux que vous ne vous approchiez pas du coin pendant un certain temps. Le nom de Tengo Kawana et son adresse figurent forcément sur leur checklist. Il ne faut pas oublier qu'il est le co-auteur de la chrysalide de l'air. Je pense que les gars n'ont pas encore saisi qu'il y avait des relations personnelles entre Tengo Kawana et vous-même. Mais quand ils chercheront pourquoi le Nabo avait loué un appartement dans cet immeuble, ils tomberont sur Tengo Kawana. Ce n'est qu'une question de temps. Avec un peu de chance, il leur faudra pas mal de temps avant qu'ils débrouillent tout ça. Ils ne feront peut-être pas tout de suite le rapport entre la mort du Nabo et Tengo. Avec un peu de chance, répéta Tamaru. S'ils ne sont pas aussi attentifs que je pense qu'ils le sont. Mais je ne compte jamais sur la chance. C'est ce qui m'a permis de rester en vie. Mieux vaut donc que je ne m'approche pas de cet immeuble. Évidemment, répondit Tamaru. Notre vie ne tient qu'à un fil. Nous ne serons jamais trop prudents. Et le Nabo avait-il compris que je me cachais dans cette résidence? Si tel avait été le cas, à cette heure, vous seriez je ne sais où. En tout cas quelque part où je ne pourrais vous rejoindre. Pourtant, il est arrivé très près de chez moi. C'est exact. Mais à mon sens, il n'a été guidé là que par le hasard, rien d'autre. C'est pour cela qu'il s'est exposé sur le toboggan sans se cacher. Oui. Il n'avait pas la moindre idée que vous assistiez à cette scène et que vous l'observiez. Il ne l'a jamais imaginé. Finalement, cela lui aura été fatal, dit Tamaru. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? La vie d'un homme ne tient qu'à un fil. Un silence de quelques secondes tomba, un lourd silence, à la mesure de la mort d'un homme, quel que soit l'homme. Le Nabo a disparu, mais la secte est toujours derrière moi. En fait, je n'en suis pas tout à fait sûre, dit Tamaru. Les gars, au début, ont cherché à vous mettre la main dessus, et à savoir si une organisation n'avait pas planifié la mort de leur leader. Vous n'aviez pas pu, à vous seul, tout organiser. Il était clair qu'il y avait quelqu'un derrière vous. S'il vous avait attrapé, vous auriez pu vous attendre à un interrogatoire musclé. C'est bien pour cela que j'avais besoin d'une arme, répondit Aomame. C'est également ce que pensait le Nabo, poursuivit Tamaru. Il était persuadé que la secte vous poursuivait, qu'on vous interrogerait et qu'on vous punirait. Mais voilà, on dirait qu'en cours de route, la situation a beaucoup changé. Une fois le Nabo sorti de scène, j'ai eu une conversation au téléphone avec un de ses gars. Il m'a affirmé qu'il n'avait plus l'intention de vous faire du mal. Il voulait que je vous transmette ce message. Bien sûr, c'est peut-être un piège. Mais j'ai eu l'impression qu'il disait la vérité. L'homme m'a expliqué que la mort du leader, en un sens, c'était ce que recherchait l'intéressé. C'était une sorte de suicide. Par conséquent, il n'avait plus à vous punir. Oui, en effet, fit Aomame d'une voix sèche. Le leader savait depuis le début que j'étais venu le trouver dans l'intention de le tuer, et il souhaitait aussi que je lui administre la mort. Cette nuit-là, dans une des chambres de la suite de l'hôtel Okura. Ces gardes du corps n'ont pas deviné ce que vous étiez en réalité, mais le leader, lui, le savait. Oui, pourquoi je l'ignore, mais il savait tout à l'avance, expliqua Aomame. Et même, il m'attendait. Tamaru marqua une petite pause, puis il demanda. Il s'est passé quelque chose dans cette chambre? Nous avons conclu un marché. Je n'avais pas entendu parler de ça, remarqua Tamaru, la voix durcie.
Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Eh bien, expliquez-moi maintenant. De quelle sorte de marché a-t-il été question? Je lui ai fait des étirements musculaires, 1 heure environ, pendant laquelle il m'a parlé. Il était au courant pour Tengu. Il savait aussi, j'ignore comment, qu'il y avait un lien entre Tengu et moi. Et il m'a dit qu'il souhaitait que je lui apporte la mort. Il voulait que je le délivre au plus vite de ses souffrances physiques, des souffrances atroces et incessantes. Si je lui octroyais la mort en échange, me dit-il aussi, il pouvait agir en sorte que Tengu ait la vie sauve. Alors je me suis décidée, et je lui ai ôté la vie. Si je n'avais rien fait, il se dirigeait de toute façon vers une issue fatale. Pourtant, au vu des actes qu'il avait commis, j'aurais plutôt eu envie de le laisser souffrir. Et ce marché que vous avez alors passé, vous n'en avez pas informé madame? Je suis allée là-bas pour tuer le leader. J'ai rempli ma mission, répondit Aomame. Pour ce qui concerne Tengu, c'était une question personnelle. Bon, fit Tamaru à demi résigné. Vous avez parfaitement rempli votre mission, j'en conviens. Et ce qui se rapporte à Tengu Kawana entre en effet dans la catégorie des choses personnelles. Néanmoins, à peu près à cette époque-là, vous vous êtes retrouvée enceinte. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut facilement ignorer. Non, pas à peu près à cette époque-là. J'ai conçu cette nuit-là, alors qu'il y avait un violent orage et que des pluies diluviennes s'abattaient sur le centre de Tokyo. Exactement la nuit au cours de laquelle j'ai traité le leader. Et comme je vous l'ai déjà dit, sans qu'il y ait eu la moindre relation sexuelle. Tamaru soupira. Sur cette question, tel est mon choix. Soit je crois ce que vous dites, soit je ne vous crois pas. J'ai toujours vu en vous quelqu'un de fiable. Encore maintenant, j'aimerais vous croire. Mais là, je ne vois pas la logique des choses, et moi, je suis un homme qui raisonne uniquement par déduction. Aomame resta silencieuse. Tamaru poursuivit. Entre la mort du leader et cette conception mystérieuse, y aurait-il une relation de cause à effet? Je ne peux rien en dire. Se pourrait-il que le fœtus qui se trouve en vous soit l'enfant du leader? N'avez-vous pas envisagé cette possibilité? Qu'il se soit servi de Dieu sait quel moyen pour, à ces moments-là, vous féconder? S'il en était ainsi, je comprendrais alors la raison pour laquelle les gars voudraient à tout prix mettre la main sur vous. Ils ont besoin d'un successeur. Aomame serra avec force le combiné et secoua la tête. C'est impossible. Il s'agit de l'enfant de Tengu, je le sais. Là encore, je dois choisir entre vous croire ou ne pas vous croire. Je suis dans l'incapacité de vous donner d'autres explications. Tamaru soupira de nouveau. Très bien. Admettons pour le moment ce que vous dites. C'est votre enfant et celui de Tengu Kawana, vous le savez. Néanmoins, la logique des choses continue à me rester étrangère. Au début, ils cherchaient à vous capturer et à vous châtier sévèrement. Mais à un certain moment, quelque chose s'est passé. Ou bien ils ont compris quelque chose. Et maintenant, ils ont besoin de vous. Ils ont dit qu'ils garantiraient votre sécurité et qu'ils avaient aussi à vous offrir quelque chose. Et qu'ils espéraient parler directement de cela avec vous. Mais que s'est-il donc passé? Ils n'ont pas besoin de moi, répondit Aomame. Ce dont ils ont besoin, c'est de ce qui est dans mon ventre. Parce qu'à un certain moment, ils ont su que j'étais enceinte. Oh oh! La voix du Little People tenant le rôle de l'accompagnateur s'éleva quelque part. Tout cela va un peu trop vite pour moi, dit Tamaru. Il eut de nouveau une sorte de gémissement venant de l'arrière-gorge. Je n'y vois pas la moindre cohérence. Plus rien n'est cohérent depuis qu'il y a 2 lunes, songea Aomame. C'est ce qui a enlevé toute logique aux choses. Mais elle garda pour elle ses pensées. Oh oh! Reprirent en chœur les 6 autres Little People. Ils ont besoin de quelqu'un qui entende les voix, continua Tamaru. C'est ce que m'a dit le gars que j'ai eu au bout du fil. Si les voix sont perdues, ce pourrait être la fin de la secte. Entendre les voix, moi, franchement, je ne comprends pas ce que cela signifie. En tout cas, ce sont bien les mots que le type a prononcés. Est-ce que cela voudrait dire que l'enfant que vous portez pourrait devenir celui qui entend les voix? Elle posa doucement la main sur son ventre. Mother et daughter, songea Aomame. Elle ne prononça pas ces mots.
Il ne fallait pas que les lunes les entendent. « Je ne sais pas, » répondit-elle prudemment. « Mais je ne vois pas d'autre raison pour laquelle ils auraient besoin de moi. » Enfin, comment cet enfant aurait-il ce pouvoir ? Je n'en sais rien, dit Aomame. Lui vint alors la pensée que le leader, en échange de sa vie, lui avait peut-être confié la charge de lui donner un successeur. Dans cette intention, durant la nuit de forte pluie, le leader avait peut-être ouvert temporairement un circuit qui faisait se croiser les différents mondes et qui permettait que Tengo et elle ne fassent plus qu'un. Quel que soit le père de cet enfant, quel que soit le pouvoir qu'il aura ou non en venant au monde, je suppose que vous n'avez pas l'intention de conclure un marché avec la secte, n'est-ce pas ? Ce qu'on vous donnerait en échange ne vous intéresse pas. Et même s'il vous dévoilait un certain nombre d'énigmes ? Pour rien au monde, répondit Aomame. Mais il serait capable de chercher à s'en emparer par la force, sans tenir compte de votre intention, et d'utiliser tous les moyens possibles, dit Tamaru. Et Tengo Kawana représente votre point faible. Je dirais presque votre unique point faible. Mais il est de taille. Dès qu'ils l'auront compris, il est sûr et certain qu'ils se focaliseront dessus. Tamaru avait raison. Tengo Kawana était à la fois ce qui donnait un sens à sa vie et sa plus grande vulnérabilité. Tamaru poursuivit. C'est trop dangereux que vous restiez plus longtemps là où vous êtes. Avant que ces gars sachent qu'il y a un lien entre Tengo Kawana et vous, il faut absolument vous déplacer en un lieu plus sûr. À présent, il n'existe dans ce monde aucun endroit sûr, répondit Aomame. Tamaru éprouva longuement le sens de ces paroles, puis il déclara avec calme. Faites-moi part de vos intentions. Avant tout, je dois rencontrer Tengo. Il m'est impossible de m'éloigner d'ici avant, même si cela signifie m'exposer à de gros risques. Que ferez-vous après l'avoir vu ? Je sais ce que je devrais faire. Tamaru resta un instant silencieux. Sans l'ombre d'un doute. J'ignore si tout se passera bien, mais je sais ce que je devrais faire, sans l'ombre d'un doute. Pourtant, vous ne voulez pas me dire de quoi il s'agit. Je suis désolée, mais pour le moment, je ne peux vous en dire davantage. Pas seulement à vous, d'ailleurs, à personne. Si ma bouche venait à s'ouvrir, tout serait révélé au monde à la seconde. Les lunes tendaient l'oreille. Les little people tendaient l'oreille. L'appartement tendait l'oreille. Rien de ce qui était en elle ne devait s'échapper à l'extérieur. Elle devait barricader son cœur avec des murailles épaisses. Tamaru tapotait le bout de son stylo-bille sur la table. Toc, 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 toc. Ces bruits secs et réguliers parvenaient aux oreilles d'Aomame. Des bruits solitaires, dépourvus d'écho. Bien, je vais tenter de prendre contact avec Tengo Kawana. Mais avant, il faut que j'obtienne l'assentiment de madame. La mission qui m'a été confiée, c'est de vous déplacer ailleurs aussi rapidement que possible. Mais vous me dites qu'en aucun cas vous ne vous éloignerez d'ici avant d'avoir vu Tengo Kawana. Il ne va pas m'être facile de lui expliquer vos raisons. Vous comprenez, je suppose. Il est très difficile d'expliquer logiquement ce qui n'a aucune logique. Exactement. À peu près aussi difficile que de tomber sur une perle véritable dans un bar à huîtres de Roppongi. Mais je ferai de mon mieux. Merci, dit Aomame. Je n'arrive toujours pas à trouver la moindre cohérence dans vos propos, malgré tous mes efforts. Je ne vois pas de logique entre les causes et les conséquences. Pourtant, plus je vous parle, et plus j'ai le sentiment que j'accepte peu à peu ce que vous me dites. Je me demande pourquoi. Aomame conserva le silence. Madame, de son côté, vous témoigne de la confiance, et elle croit en vous. Continua Tamaru. Aussi, je pense qu'elle ne s'opposera pas à ce qu'il y ait rencontre entre Tengo Kawana et vous, étant donné la force de vos propos. J'ai l'impression que ce qui existe entre Tengo Kawana et vous, c'est un lien indissoluble. Un lien plus fort que tout au monde, répondit Aomame. Quel que soit le monde, corrigea-t-elle intérieurement. Et si je vous disais, poursuivit Tamaru, que c'était trop dangereux, que je refusais d'entrer en contact avec Tengo Kawana, j'imagine que vous iriez chez lui pour le rencontrer. Sans aucun doute. Personne ne pourrait vous en empêcher. Personne. Tamaru marqua une petite pause. Eh bien, quel message dois-je transmettre à Tengo Kawana ? Qu'il monte en haut du toboggan quand la nuit sera venue.
N'importe quand, la nuit. Je l'attendrai. Il comprendra si vous précisez que c'est Aomame qui le dit. Bien, je ferai la commission. Qu'il monte en haut du toboggan quand la nuit sera venue. Et puis, s'il possède quelque chose d'important qu'il ne veut pas abandonner, qu'il l'apporte. Dites-lui. Simplement, il faudrait qu'il ait les 2 mains libres. Jusqu'où aura-t-il à transporter ce bagage ? Loin, répondit Aomame. Loin comment ? Je ne sais pas. Bon, dès que madame sera d'accord, je transmettrai le message à Tengo Kawana. Et je m'efforcerai de garantir votre sécurité, à ma façon. Mais les dangers seront toujours là. Les gars de la secte semblent désespérés. En fin de compte, vous devrez veiller sur vous toute seule. Je sais, répondit Aomame d'une voix calme. La paume de sa main était toujours posée sur son ventre. Pas seulement sur moi, songeait-elle. Après avoir raccroché, Aomame s'effondra dans le canapé. Puis elle ferma les yeux, pensa à Tengo. Elle n'était pas capable de penser à autre chose. Sa poitrine était oppressée au point d'être douloureuse. Mais c'était une douleur heureuse, une douleur qu'elle pouvait endurer indéfiniment. Il vivait tout près d'ici. À peine à 10 minutes à pied. À cette simple pensée, une chaleur l'envahissait de l'intérieur. Il était célibataire, enseignait les maths dans une école préparatoire. Il vivait dans un logement modeste et bien ordonné. Il faisait de la cuisine, du repassage. Il écrivait un long roman. Aomame enviait Tamaru. Si elle l'avait pu, elle aurait aimé pénétrer elle aussi chez Tengo, alors qu'il n'était pas là. Elle aurait aimé toucher toutes les choses qui s'y trouvaient, l'une après l'autre, dans le calme du logement désert. Elle aurait aimé vérifier si les crayons dont il se servait étaient bien aiguisés, prendre en main les tasses à café dans lesquelles il buvait, respirer les odeurs de ses vêtements. Avant d'être vraiment face à lui, elle aurait aimé passer d'abord par ces étapes. Quelle serait la bonne entrée en matière quand ils se retrouveraient soudain tous les deux, sans ce genre de préambule ? Aomame n'en avait pas idée. À l'imaginer, sa respiration s'emballait, sa tête s'embrumait. Ils auraient trop à se dire. Et en même temps, il n'y avait rien qui devait absolument être dit. Les choses dont elle aimerait le plus parler perdraient leur sens dès qu'elle les aurait mis en mots. Pour l'heure, tout ce que pouvait faire Aomame, c'était attendre. Attendre en demeurant calme et attentive. Elle prépara un sac pour pouvoir sortir très vite dès qu'elle verrait Tengo. Elle entassa tout ce qui était indispensable dans son gros sac à bandoulière en cuir noir afin de ne pas avoir à revenir. Liasse de billets, quelques habits de rechange, le Heckler&Koch chargé. C'était tout. Elle déposa son sac dans un coin où elle pourrait le prendre immédiatement. Elle sortit du placard son tailleur Junko Shimada suspendu à un cintre, et après avoir vérifié qu'il n'était pas froissé, elle l'accrocha à un mur de la salle de séjour. Elle sortit aussi son chemisier blanc, un collant, et ses hauts talons Charles Jourdan, ainsi que son manteau de printemps beige. La même tenue que lorsqu'elle avait descendu l'escalier d'urgence de la voie express. Le manteau était un peu trop léger pour une nuit de décembre, mais elle n'avait pas le choix. Une fois qu'elle eut achevé ses préparatifs, elle s'assit sur le balcon et observa le toboggan du jardin par l'intervalle entre la plaque protectrice et la balustrade. Dans la nuit de dimanche, le père de Tengo était mort. Il fallait un délai d'au moins 24 heures entre le moment où le décès d'une personne était constaté et son incinération. C'était la loi. Elle calcula. La crémation n'avait pas pu se faire avant mardi. Aujourd'hui, on était mardi. Quand la cérémonie mortuaire serait achevée, Tengo reviendrait à Tokyo, d'où exactement elle l'ignorait, et ce ne serait au plus tôt que ce soir. Ensuite, Tamaru lui transmettrait son message. Tengo ne pourrait donc pas se rendre dans le jardin avant. Et puis, à présent, il faisait encore jour. Juste avant de mourir, le leader a programmé cette petite chose dans ma matrice. Telle est ma supposition. Ou mon intuition. Est-ce que cela voudrait dire en fin de compte que j'aurais été manipulée par la volonté qu'il aurait laissée derrière lui, que j'aurais été guidée et dirigée vers une destination qu'il aurait fixée? Aomame grimaça. Elle était incapable de trancher. Si j'acceptais l'hypothèse de Tamaru, se disait-elle, n'aurais-je pas conçu celui qui entend les voix à la suite d'une manœuvre du leader? Mon ventre serait une sorte de chrysalide de l'air. Mais pourquoi fallait-il que ce soit moi,
Et pourquoi fallait-il que le partenaire soit Tengo Kawana? C'était encore là quelque chose qu'elle ne s'expliquait pas. Quoi qu'il en soit, toutes sortes de choses ont avancé autour de moi sans que j'en comprenne les connexions, sans que je sois en mesure de concevoir le principe qui les met en mouvement ou qui les oriente. J'ai seulement été entraînée au milieu. Mais cela, c'était jusqu'à maintenant, décida Aomame. Elle tordit les lèvres et grimaça plus violemment. Désormais, ce sera différent. Plus personne ne me manipulera. À partir d'aujourd'hui, mon seul principe consistera à agir selon ma propre volonté. Je protégerai cette petite chose, quoi qu'il arrive. Et s'il le faut, je me battrai désespérément. C'est ma vie, c'est mon enfant. Peu importe par qui et pour quel but il a été programmé. Pour moi, c'est l'enfant que Tengo et moi avons conçu. Il ne passera aux mains de personne, jamais. C'est moi désormais qui déciderai de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, et de comment les choses doivent être conduites. Qui que vous soyez, souvenez-vous-en. Le lendemain, mercredi, à 2h de l'après-midi, le téléphone sonna. J'ai transmis le message, dit Amaru sans s'encombrer de préalable. À présent, il est chez lui. Je lui ai téléphoné ce matin. Il ira ce soir, à 7h exactement, sur le toboggan. Il se souvenait de moi? Bien sûr. Il semble qu'il vous ait beaucoup cherché. C'était exactement ce qu'avait dit le leader. Tengo avait voulu la retrouver. Il lui suffisait de savoir cela. Son cœur déborda de bonheur. Aucun mot de ce monde n'était plus précieux. Il apportera ses biens les plus importants, comme vous l'avez dit. Je suppose qu'il aura le manuscrit du roman qu'il est en train d'écrire. Sûrement, dit Aomame. J'ai inspecté les alentours de son immeuble. D'après ce que j'ai vu, tout est clean. Je n'ai remarqué aucun individu suspect qui rôderait dans le voisinage. L'appartement du Nabo était vide. Je dis que les environs sont calmes, mais pas non plus trop calmes. Les gars sont venus dans la nuit embarquer la marchandise en secret, et il semble qu'ils ont quitté complètement la place. Ils ont dû penser que c'était risqué de s'attarder. C'est ce que j'ai constaté de mes propres yeux, et je n'ai sans doute rien laissé échapper. Tant mieux. Mais j'ai dit « sans doute », et j'ajouterai aussi « pour le moment ». Les circonstances changent à chaque instant. Évidemment, je ne suis pas parfait. J'ai peut-être loupé un point important. On ne peut exclure non plus que ces gars soient un cran plus forts que moi. Donc, en cas de pépin, il me faudra me protéger seule. Comme je vous l'ai déjà dit, répondit Amaru. Merci pour tout. Je vous suis très reconnaissante. J'ignore ce que vous avez l'intention de faire désormais, reprit Amaru. Mais si vraiment vous partez très loin, si nous ne nous revoyons plus, je sais que je serai un peu triste. Vous êtes quelqu'un de tout à fait à part, sans exagérer. On ne rencontre pas souvent des êtres comme vous. Aomame eut un léger sourire dans le récepteur. C'est exactement l'impression que je voulais vous laisser. Madame a besoin de vous, pas seulement pour vos talents, mais comme amie. Je sais qu'elle est très triste que vous deviez vous en aller. Elle n'est pas capable de vous parler au téléphone maintenant, vous le comprenez. Oui, répondit Aomame. Moi aussi, j'aurais sans doute du mal à lui parler. Vous avez dit que vous iriez loin, reprit Amaru. De quelle distance parlez-vous? Une distance qui ne se mesure pas. Comme celle qui sépare le cœur des hommes. Aomame ferma les yeux, poussa un profond soupir. Elle était au bord des larmes, mais elle réussit à se contenir. Amaru ajouta d'une voix calme. Je prie pour que tout se passe bien. Je suis désolée, mais je crois que je ne pourrai pas vous rendre le Heckler & Koch, dit Aomame. Cela ne fait rien, je vous l'offre. Vous pourrez le jeter dans la baie de Tokyo s'il vous embarrasse. Ainsi, le monde aura avancé d'un tout petit pas vers la démilitarisation. Peut-être qu'au bout du compte, je n'aurais pas fait feu, à l'inverse de ce que disait Tchekhov. Aucune importance. Il n'y a rien de mieux qu'un pistolet qui n'a pas tiré. Nous approchons maintenant de la fin du XXe siècle. La situation est complètement différente de l'époque où vivait Tchekhov. Il n'y a plus de voitures à cheval, les femmes ne portent plus de corsets. Le monde a réussi à survivre au nazisme, à la bombe atomique et à la musique moderne. Et même la façon dont on écrit les romans a terriblement changé. Il n'y a pas à s'en inquiéter, dit Amaru. Mais j'ai une question. Ce soir, à 7h, vous vous retrouverez en haut du toboggan?
Tengo Kawana et vous? Si tout se passe bien, fit Aomame. Bon, si vous le voyez vraiment, que ferez-vous sur ce toboggan? Nous regarderons la lune, C'est tout à fait romantique. répondit Amaru avec une admiration sincère.